Je pense qu'on va commencer, si vous êtes d'accord. OK. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Catherine Ledoux, la coordonnatrice du RISIC. Vous êtes en grand nombre aujourd'hui, lundi ensoleillé, c'est parfait. Donc, je vais vous présenter la modératrice aujourd'hui, qui est Marie-Pierre Gagnon, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval, puis qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en technologie et pratique en santé. Et Marie-Pierre est également co-responsable de la plateforme de mobilisation de connaissances du RISIC. Donc, je vais céder la parole à Marie-Pierre qui va vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Catherine, pour l'introduction. Aujourd'hui, je suis vraiment honorée d'accueillir ma collègue de longue date, ma mentor, France Légaré, Dr. France Légaré. France est une des grandes chercheuses, je dirais, du Québec et au-delà. Donc, France est médecin de famille. Elle pratique depuis 1990. Elle est professeure titulaire au département de médecine familiale et médecine d'urgence de l'Université Laval. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur la prise de décision partagée et l'application des connaissances. Elle est aussi chercheuse régulière au Centre de recherche Vitam en santé durable et puis au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Membre également de plusieurs réseaux de recherche, je ne les énumérerai pas. France est aussi une chercheuse très prolifique, donc elle est parmi les chercheuses et chercheurs les plus cités au monde. Donc, elle a au-delà de 400 publications et puis aussi très active au niveau de la prise de décision partagée, là, donc une figure de proue mondiale dans ce domaine-là. Elle va nous parler aujourd'hui justement de la prise de décision partagée, mais en temps de pandémie. Donc, lorsque le hochement de tête se transforme en clic de souris. Et sans plus tarder, nous accueillons France. Donc, peut-être on n'a pas fait la petite mise en garde. Là, si vous voulez fermer vos micros, tout le monde, assurez-vous que les micros soient fermés. Et si vous désirez poser des questions, peut-être utiliser le chat. France vous dira qu'est-ce qu'elle préfère. Là, ça va être sous forme d'échange, soit par le chat ou ensuite lever la main peut-être vers la fin. Donc, sans plus attendre, voici cette présentation. Merci. Donc, merci infiniment, Marie-Pierre, et puis tous tes collègues au RISIC. En fait, je ne pouvais pas ne pas accepter, comme j'ai dit, tu me l'as demandé. Puis moi, c'était un honneur d'être parmi vous, puis un bonheur aussi. C'est ça, comme je disais, j'ai des liens affectifs très forts avec la discipline ou profession de sciences infirmières. Il y a un lien familial. Et aussi le fait que ma directrice de doctorat à la recherche, c'est Annette O'Connor. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très profond dans le fait d'être en lien avec vous deux et tous. Fait que merci, c'est un bonheur d'être avec vous. Et donc, comme disait Marie-Pierre, j'ai aucune autre prétention que de dire ce qui me définit le mieux, c'est d'être clinicienne. Puis pour moi, c'est important d'être justement en clinique ce matin dans un milieu où je passe maintenant même un peu plus de temps à cause de la période de COVID qu'on traverse. Et donc, c'est vraiment ce qui me définit. Puis je me suis intéressée à des questions de la pratique clinique qui sont devenues de la recherche par la suite. Mais c'est vraiment ce qui me définit mieux. Puis je veux remercier tous les gens que vous voyez ici, puis qui sont aussi présents avec nous, là, Maya, toute cette idée-là de venir vous présenter en temps de pandémie, puis de réfléchir au matériel qu'on avait. Bien, ça repose beaucoup sur des gens très dynamiques au sein de la chaire, je veux dire la jeune génération qui s'en vient, donc Maya qui a travaillé très fort avec nous, qui est avec le titre de télédécision partagée, Titilayo, Tatiana qui fait beaucoup de travaux au sein de la chaire en termes de revues systématiques, Karine qui dirige toute une programmation de recherche, Endai, étudiante aussi au doctorat, et puis Alex qui termine sa maîtrise en sciences infirmières et que j'ai le bonheur de co-superviser avec une de vos collègues, Geneviève Roy. Donc, c'est important pour moi de remercier tout le monde. Merci tout le monde, c'est ce que j'ai dit. À vous de m'avoir invité, puis aux gens qui m'ont aidé pour la présentation. Mais je voulais vous dire bravo. Maintenant, là, je veux juste qu'on se dise qu'à chaque fois qu'on arrive de même ensemble, même si on est en Zoom, là, high five tout le monde, là. Ça fait 13 mois là, qu'on est en pandémie. OK? Je ne pensais pas vivre ça, moi, dans ma vie.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pensait à ça. Puis vous êtes encore là, puis on peut être fier d'être debout encore. OK? Fait, je pense que des fois, on l'oublie, on prend ça pour acquis, mais ce n'est pas de l'acquis. Comme ils disent, on construit l'avion en plein vol. Et donc, je voulais quand même qu'on se dise bravo tout le monde, puis qu'on se donne un bon high five. Là, vous le méritez, puis il ne faut jamais négliger là, que vous êtes résiliente, puis vous êtes encore là. Fait que bravo. Fait qu'objectif et plan, ils vont ensemble. Donc, j'aimerais penser ou espérer qu'à la fin, vous pourriez être en mesure de reconnaître c'est quoi la décision partagée. Hein? Saisir le rôle des outils d'aide à la décision, en fait, comment on les définit dans l'environnement dans lequel on travaille, là, qui s'appelle l'environnement de la décision partagée, et aussi saisir le rôle de la formation des équipes cliniques à la décision partagée. Que vous puissiez identifier les défis associés à la pandémie COVID-19, j'ose le dire en ce sens, en relation avec l'objet de la présentation, parce que je suis convaincue qu'au bout de 13 mois, vous avez identifié beaucoup de défis. Et vous présenter quelques exemples de la téléédition partagée, parce qu'encore là, c'est grâce à votre invitation. Donc, merci Marie-Pierre, merci tout le monde. Vous nous avez obligés à travailler plus fort les dernières semaines, mais c'est bénéfique. Hein? Quand il y a des défis, des fois, ça tourne, que ça nous a permis de retourner dans le matériel qu'on avait déjà, puis de voir qu'est-ce qu'on peut pressentir qui est en train de se passer en termes du processus de décision partagée, puis de l'aspect télé, maintenant, télétravail qui est essentiel, puis en discuter les avantages et les désavantages. Fait que, dans le fond, c'est un échange que je veux avec vous tous et toutes. Fait que vous pouvez m'arrêter n'importe quand, puis je dis toujours, surtout quand je dis des niaiseries, laissez-moi pas me caler, s'il vous plaît, OK? M'arrêtez de bonne heure, ça va aller. Je vais garder un peu mieux d'estime de moi-même. Puis l'autre élément, c'est que malheureusement, mon écran fait que je suis sur un petit portable, je ne vois pas beaucoup, donc je ne pourrais pas monitorer ce qu'on appelle le chat. Donc, si quelqu'un parmi vous, je ne pourrais pas voir vos mains levées, je ne pourrais pas voir le chat, je peux juste comme voir mes diapos. OK? Fait que n'hésitez pas là, à m'aider à tout de suite m'arrêter quand vous en avez le besoin et surtout la volonté parce qu'il y a un commentaire à faire. Ça va? Merci. OK. Donc, reconnaître la décision partagée. Bien, premièrement, je veux quand même mettre de l'avant qu'il faut prendre... Ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas. Il faut être en mesure de prendre des décisions pour parler de décisions partagées. Si on n'était pas dans un monde dans lequel il y a des décisions à prendre, à quelque part, ma présentation s'arrêterait ici. Et c'est vraiment pas banal, j'ai des anecdotes par rapport à ça. Donc, c'est de nous rappeler qu'on est dans un univers, un monde, dans des contextes personnels et parfois cliniques, hein, qui font en sorte qu'on est souvent face à prendre des décisions. Ici, j'en ai mis quelques-unes, les fameuses coupures de journaux, ce qui se passe dans notre société. Puis celles-ci, je les ai aussi capturées parce que, je m'excuse, je m'entends, parce qu'on a travaillé sur ces sujets-là. Donc, prendre des antibiotiques, est-ce nécessaire? C'est oui ou non, dans des contextes comme l'infection des voies respiratoires supérieures. La mammographie, on est plusieurs femmes ici. Donc, à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à 69 ans, est-ce que je participe au programme de dépistage cancer du sein? Oui ou non? C'est une décision à prendre. En CHSLD, ou toute la localisation des soins pour un aîné en perte d'autonomie, on a beaucoup travaillé avec ce sujet-là pendant au moins une dizaine d'années, les équipes de soins à domicile. Donc, est-ce qu'un aîné en perte d'autonomie va vers une structure comme un CHSLD, une RPA ou autre? Et plus récemment, puis encore maintenant, bien là, il y a des choix encore plus, on va dire, socialement très difficiles sur le plan éthique, etc. Le choix éclairé d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Et donc, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que, puis on y va tranquillement pas vite, la décision partagée ou ce qu'on entend par ce processus, fait que la décision partagée, c'est un processus. On ne peut pas y toucher. OK? On peut pas c'est pas tangible. On ne peut pas arriver puis comme une souris y toucher. OK? C'est un processus. Donc, il a attiré beaucoup l'attention parce que c'est comme aussi
une façon, une des réponses possibles à comment on prend des décisions en contexte d'incertitude, puisqu'ici, puis Marie-Pierre donne le cours des revues systématiques, méta-analyse, etc. Bien, quand on fait des revues systématiques sur les sujets des traitements ou des approches thérapeutiques, bien, ça, c'est avant la COVID. De façon générale, les revues systématiques nous disent qu'il y a beaucoup de gris. C'est très rare qu'une approche thérapeutique ou une approche pour prendre en charge une problématique de santé est à blanc, à 100% bénéfique pour l'ensemble de la population sans aucun effet secondaire, ou maintenant, ils parlent de manifestations indésirables, etc. OK? Et 3% des cas, il ne faudrait même pas que ça existe. Ça ne devrait pas être là parce qu'il y a juste des mauvais côtés. La plupart du temps, il y a des risques, des potentiels bénéfices où on n'en sait pas grand-chose. Puis même 50% du temps, souvent nos revues thématiques se terminent en disant « on ne le sait pas ». Ça, c'est super frustrant pour un clinicien ou une clinicienne. OK? Parce qu'on est dans l'action, puis nous, il faut qu'on puisse agir. Mais il faut garder ça en tête. Fait que là, je ne voulais pas vous rendre ça difficile, mais juste vous dire que ça, c'est avant COVID. Puis là, ils nous disent qu'on construit un avion en plein vol. Fait qu'il est possible que les notions d'incertitude qui sont inhérentes aux données probantes rendent ça encore plus pertinent. Puis quand les gens disent, c'est quoi la nature probabilistique? C'est quoi cette notion-là d'incertitude en termes des notions probabilistiques des données probantes? Donc, je ne suis pas une spécialiste qui vous donnera ce cours-là sur les données probantes, puis toute l'approche pour comprendre les intervalles de confiance, les ranges, etc. Mais j'aime bien présenter la météo. Fait, je vous l'ai sortie hier soir ou hier après-midi parce qu'elle va être assez fixe pour les 2-3 prochains jours. Aujourd'hui, on est lundi. Bien, tous les jours, vous vous levez avec des données probabilistiques. Parce que beaucoup d'entre nous, on se lève le matin et on regarde la météo. En tout cas, en hiver. Puis des fois en été. Donc, dans le fond, PDP, là, c'est pas prise de décision partagée, c'est probabilité de précipitation. Puis c'est dit en pourcentage. C'est une notion probabilistique. 30 de probabilité d'averse, 30 de probabilité d'averse, 10 de probabilité d'averse. Fait que pensez à ça. C'est juste une probabilité. Puis des fois, à 10, ça va faire que vous n'amenez pas le parapluie. Quoi qu'il y en a qui vont l'amener. À 10, il y en a qui disent au cas où. À 60, vous allez peut-être l'amener, mais il y en a peut-être d'autres qui vont dire, écoute, 60, là, ne l'amènerai peut-être pas. Fait que, quand vous vous inquiétez, puis vous dites, c'est quoi l'aspect probabilistique des données probantes? Vous jouez avec ça tous les matins, vous regardez la météo. Puis là, ben, je vous encourage à prendre le cours de Marie-Pierre, qui va aller plus en détail avec vous là-dedans. Donc, l'expérience de la prise de décision partagée, qui est dans le fond un processus, je veux quand même mettre sur la table que c'est peut-être pertinent d'en parler parce que les Canadiens et les Canadiennes n'ont pas le sentiment d'en faire l'expérience. On y va. Je vais vous le montrer c'est quoi, là. Mais juste pour que vous le sachiez, en termes de processus, ils ne sentent pas que les choix sont discutés. Ça, c'est toujours souvent, c'était publié, que les avantages sont présentés ou des avantages. Puis surtout, puis ça, c'est international dans tous les travaux, ce à quoi les équipes cliniques sont peut-être les moins compétentes, c'est à demander aux individus qui les consultent pour des services, etc., c'est quoi qu'ils en pensent, c'est quoi qu'ils préfèrent, puis c'est comment ils voient ça eux autres. Parce que c'est vraiment là qu'il y a toujours des gains à faire. Puis si on se projette en termes de est-ce qu'il y aurait des Canadiens et des Canadiennes qui sont peut-être les plus à risque de ne pas faire l'expérience, d'être engagés dans les prises de décision? Bien, ça varie en fonction de l'âge. C'est même une dose gradient. Plus on est âgé, moins on est invité à contribuer ou à participer aux décisions. Les milieux de soins à domicile. Puis sachez que le Québec se distingue comme étant où ça se passe le moins. OK? Donc, ça peut des fois nous interpeller pour nos programmations de recherche ou nos interventions. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est? Je le répète, c'est un processus par lequel des équipes, parce qu'on travaille beaucoup en équipe, prennent avec les individus qui les consultent, qui viennent chercher des services, des décisions éclairées. Puis il y a comme 2 grands piliers. C'est informé par les meilleures données probantes, donc ça s'inscrit quand même dans le fait de reconnaître qu'il y a des résultats de recherche. Hein? On ne parle pas de fake news ici, là. On parle de données de recherche, de données probantes. Okay? Mais ce n'est pas suffisant. Ça doit aussi
être instruit ou informé ou en tout cas enrichi de la perspective unique que chacun des patients, clients, clientes ont, donc leurs valeurs et préférences. Donc, ça va faire plaisir à Hubert puis aux amis de l'INES, mais maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est avec une vidéo parce qu'il n'y a rien comme le voir pour essayer de le saisir. Donc, encore là, gardez-moi quelques notes, soit échec ou passage de ma note parce qu'il faut que je m'en aille chercher l'hyperlien. Un instant, s'il vous plaît. C'était là. Puis après ça, il va falloir que je m'assure que je peux vous le partir. Donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, France, on voit bien. OK, parce que je sais qu'il y a quelque chose d'autre qu'il va falloir que je clique pour pouvoir avoir du son, puis que vous entendiez le son. Fait que là, je veux juste vérifier, partager l'audio, je l'ai vérifié. Fait que vous allez me dire si l'audio marche. Puis si ça marche, bien donnez-moi encore 2 points de plus, OK? On y va. Est-ce que le son marche? Oui. On ne voit pas l'image, par contre, France. Non? Ah, OK. Attends. Excuse. Lorsqu'il est question de santé, nous avons constamment des décisions à prendre. Certaines sont plus difficiles que d'autres. La prise de décision partagée est une approche qui favorise le dialogue entre un professionnel de la santé et son patient afin qu'ils prennent ensemble une décision éclairée qui correspond aux besoins du patient et à ses objectifs de soins. Cette approche peut être utilisée dans un contexte clinique, comme le choix d'une intervention préventive, thérapeutique ou diagnostique. La prise de décision partagée est particulièrement importante lorsque les options disponibles comportent une part d'incertitude. Pour la plupart des interventions, on ne peut pas prévoir exactement quels seront les effets positifs ou négatifs chez un patient. Des zones grises persistent. Voilà pourquoi il est important que le patient comprenne bien quels sont les avantages et les inconvénients potentiels associés à chaque option disponible. Il doit aussi pouvoir exprimer ce qui importe le plus pour lui, comme ses attentes, ses valeurs et ses préférences, avant de faire un choix. Tenir compte de la perspective du patient est l'élément central d'une démarche qui vise à prendre une décision partagée. Le dialogue avec le professionnel de la santé aide le patient à prendre la décision qui lui convient le mieux dans sa situation. Au cours de cet échange, chacun apporte des éléments importants qui contribueront à la prise de décision. En tant que professionnel de la santé, vous possédez les connaissances scientifiques et médicales. Le patient, de son côté, est le mieux placé pour parler de son expérience de vie et de ce qui est important pour lui. Cette approche ne prend pas nécessairement plus de temps. Elle peut même optimiser la qualité et la durée de la consultation. Voyons un exemple où un professionnel de la santé et son patient prennent une décision partagée. Monsieur Gagnon, 2 options s'offrent à vous. Traiter ou suivre l'évolution naturelle de votre problème de santé. Ça serait bien qu'on en discute avant de prendre une décision. Voulez-vous qu'on regarde ça ensemble? Oui, bien sûr. Comme Monsieur Gagnon, plusieurs personnes souhaitent participer aux décisions qui touchent leur santé. Il est important de vérifier avec chaque patient dans quelle mesure il désire s'impliquer. Nous avons donc 2 options, traiter ou ne pas traiter. Et dites-vous qu'il n'y en a pas une de bonne et une de mauvaise. Chacune a des avantages, des inconvénients, comme le montrent les données. Il s'agit ici de prendre une décision qui correspond à vos valeurs, à vos attentes et qui tient compte de votre situation actuelle. L'observation fait souvent partie des options à proposer. Le patient peut choisir d'attendre et continuer d'observer l'évolution de sa condition clinique. Par exemple, sur 10 personnes dans votre situation qui choisissent de ne pas prendre le traitement, 7 verront leurs conditions s'améliorer de façon naturelle dans l'espace de 3 mois et 3 personnes auront toujours des symptômes. Évidemment, aucune des 10 personnes ne court le risque d'avoir des effets secondaires vu qu'ils n'auront pas pris le traitement. Regardons maintenant ce qui se passe avec 10 personnes dans votre situation qui optent pour le traitement. 8 iront mieux et 2 personnes auront des symptômes persistants. On peut donc dire qu'une personne bénéficie du traitement vu que 7 personnes ont vu leurs conditions s'améliorer sans traitement. C'est aussi important de savoir que sur les 10 personnes qui ont pris le traitement, une personne risque d'avoir des effets secondaires, parfois pires que les symptômes. Je ne peux pas vous garantir que vous serez la personne que le traitement va aider, ni que vous aurez aucun effet secondaire. Il y a toujours une part d'incertitude.
L'utilisation d'un outil d'aide à la décision partagée qui illustre les données probantes peut vous aider à structurer le dialogue. Ces outils aident aussi le patient à comprendre les enjeux et à clarifier ce qui compte pour lui. Est-ce que chaque option est claire pour vous? Oui, j'y vois plus clair maintenant. Après avoir expliqué de façon neutre les avantages et les inconvénients de chaque option, il est important d'inviter le patient à exprimer ses valeurs et ses préférences. Si on met dans la balance les pour et les contre, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Ben, dans ma situation, c'est certain que je voudrais surtout éviter de prendre un traitement pour rien. D'un autre côté, je voudrais pas que ça nuise à ma qualité. Son projet de vie, ses craintes, les effets secondaires anticipés, son expérience et sa situation familiale sont autant de considérations qui peuvent influencer son choix. Discuter des valeurs et des préférences de votre patient est l'un des éléments clés de la prise de décision partagée. Avez-vous assez d'informations? Avez-vous des questions? Ça va, je comprends bien. Êtes-vous prêt à prendre une décision? Oui. Je pense que je prendrai pas le traitement. Je vais voir comment je vais me sentir au cours des prochaines semaines. Très bien. Bien sûr. Avant de conclure la consultation, il est important de vérifier si le patient se sent à l'aise avec la décision. Pour vous en assurer, demandez-lui s'il a clairement déterminé ce qui est important pour lui, s'il a le sentiment d'avoir toutes les informations nécessaires, s'il a reçu suffisamment de soutien et de conseils, s'il a le sentiment que la décision prise est le meilleur choix pour lui. Une réponse négative à l'une de ces questions indique que le patient hésite et que le dialogue doit se poursuivre. Dans ce cas, et si le contexte clinique le permet, la décision peut être reportée à une prochaine rencontre. Le patient peut alors continuer de réfléchir aux options qui s'offrent à lui et en discuter avec ses proches. Je suis vraiment satisfait de notre rencontre. J'ai pu exprimer mon point de vue, je sens que vous en avez tenu compte. Je me sens plus confiant pour la suite des choses. L'approche de prise de décision partagée permet aux patients de s'impliquer davantage et de faire un choix de qualité. Plusieurs études démontrent que les patients qui participent à cette démarche sont plus satisfaits de leur expérience de soins. Ils se sentent mieux informés et ont une perception plus juste des risques associés à chaque option. À long terme, ces patients se sentent plus en contrôle de leur santé. Cette approche, qui me permet de faire des choix de qualité avec mes patients, ajoute un sens à mon travail. C'est très gratifiant. La prise de décision partagée, une approche gagnante qui mérite d'être mise en pratique. Donc, je vais revenir à le PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon écran? Le PowerPoint est revenu? Non, on a toujours Encore? Inès. OK, alors je vais faire une fonction supplémentaire. Un instant, s'il vous plaît. Maintenant? Oui, on le voit. OK, merci Virginie. OK, donc voilà. Donc, dans le fond, on a revu le processus. Fait que je vais continuer, mais s'il y en a qui ont déjà des partages de commentaires ou autres, comme j'ai dit, je le veux comme un échange. Donc, si vous avez vu le processus, et pour moi, c'est important pour que vous puissiez saisir que dans des étapes, on va dire assez, pas juste essentielles, mais marquantes, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision à prendre, un point de décision, donc une intersection. Et je répète, ce n'est pas banal. Quand j'ai, par exemple, fait mon doctorat avec Annette O'Connor, 2003 à peu près, je me souviens d'être dans des salles d'attente, comme ici, au GMF, puis d'avoir demandé à mes collègues médecins de me référer des patients et des patientes qui avaient eu à prendre des décisions avec eux. Puis j'avais remarqué qu'à chaque fois que les médecins voyaient des femmes enceintes, parce qu'ici, on a un très gros débit de cliniques pour des femmes enceintes, ils ne m'envoyaient jamais personne. Fait que j'avais dit, ah, c'est donc étrange. Et j'avais parlé à cette équipe-là, c'est une grosse équipe, puis ils m'avaient dit, tu sais, France, quand on rencontre les dames qui sont enceintes, il n'y a pas de décision à prendre.
On leur donne un petit papier, peut-être que je l'ai ici, même dans le tiroir, là, un petit papier avec des checklists là, qui dit Routina, puis on check ça, puis ils partent avec. 2003, il y avait là-dessus le petit checklist dépistage trisomie Down syndrome en 2003. Donc, ce n'était pas perçu, c'est ça, ça veut dire, il n'y avait pas d'intersection, il le cochait. En 2021 maintenant, parce que plusieurs d'entre vous êtes des femmes, vous avez peut-être même vous eu à vivre une grossesse, maintenant vous signez un formulaire du ministère qui dit que vous avez fait un choix éclairé en matière de dépistage. Là, c'est devenu un point de décision. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important. S'il n'y a pas un point de décision au départ, puis qui n'est pas précisé, là, je n'irai pas dans les détails, puis qui n'est pas clair, on arrête la présentation ici. Et par la suite, ça veut dire présenter les options. Puis celle qu'on oublie toujours, puis je m'accuse de ceci puisque je suis dans la profession médicale, c'est qu'on oublie souvent celle de s'abstenir. Observation prudente. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Dites pas ça aux patients. Les patients, dites-leur pas on ne fait rien. C'est à la table, voici une option ou ne rien faire. Ne rien faire après 5 heures d'attente dans la salle d'attente, ça ne passe pas bien. Donc, c'est plutôt de dire, écoutez, on pourrait s'abstenir, on pourrait observer avant d'arriver à une action ferme. Discuter les risques et les bénéfices en abordant la nature probabilistique des données probantes. Hein, ça veut dire quoi? Réduire le risque de 30 augmenter un potentiel bénéfice de 110 ou autre. Là. Donc, encore là, c'est un rôle important pour les gens qui sont dans le domaine des services de santé. Puis après ça, discuter qu'est-ce qui est important pour la personne qui est devant vous. Ce qui pourrait faire que dans certaines situations, pour exactement le même type de décision, je vais parler par exemple de l'hormonothérapie à la ménopause chez une femme qui n'a pas de contre-indication absolue ou quoi que ce soit, ça va être une bonne décision de décider d'en prendre versus de décider de ne pas en prendre, dépendamment encore là de ce que les dames ont compris de ce qui étaient les bons ou les moins bons côtés possibles, puis qu'est-ce qui est important pour eux. Et finalement, comme le disait, nous le rappelait la mise en scène, soit prendre une décision ou la reporter, bien sûr, si ça se prête comme contexte clinique. Donc, maintenant, le rôle des outils d'aide à la décision. Donc là, on a vu un processus, comme je vous disais, qui n'est pas tangible. Parce que le processus, maintenant, on peut le soutenir avec autre chose. D'ailleurs, c'est souhaitable, soit des outils d'aide à la décision, la formation clinicienne ou clinicienne. Donc, c'est de ça je vais vous présenter dans les prochaines diapos. Donc, comment favoriser la décision partagée? C'est quand même quelque chose dans lequel l'équipe ici s'est investie depuis au moins 2008. Fait qu'on est rendu au 3e mise à jour de cette revue Cochrane-là. Le message, c'est toute intervention d'implantation est préférable à aucune. Je sais que ça a l'air comme, hein? Il me semble qu'on s'en doutait. Bien, pas nécessairement. Des fois, il faut le faire, le travail. Et donc, laissez pas faire, là, ça ne sera pas efficace. Donc, des outils d'aide à la décision, la formation des équipes et les campagnes de sensibilisation grand public. Formation des équipes, j'insiste là-dessus. Moi-même, je suis clinicienne. Si demain matin, il faut que j'examine le fond d'œil puis qu'on me donne une lampe à fendre, si on ne m'a pas enseigné comment m'en servir, je m'excuse, je vais être complètement incompétente puis avoir l'air complètement incompétente. Donc, des fois, on suppose que des outils qui ont l'air, excusez-moi de le dire, soft, hein, un dépliant ou un outil d'aide à la décision, mon Dieu, il n'y a rien là, tu as juste à lire, puis ça va. Tu sais, clinicienne, il n'y a rien là. Bien, ce n'est pas le cas. Puis il y a des travaux qui ont déjà rapporté que des fois, un clinicien a pris un outil, ne l'a même pas montré au patient, puis il a dit au patient, voici ce que tu devrais prendre. Donc, c'est toujours se dire, quand on amène dans les pratiques cliniques des choses, des nouvelles innovations, il faut former les gens. Ici, comme Marie-Michel le sait, là, ça fait 2 fois qu'on me change le DME. Fait que moi, j'ai pas mal de formations en DME dans les 2 dernières années. Puis si je n'avais pas eu de formation, j'aurais été vraiment embêtée. OK? Donc, jamais sous-estimer la formation. Donc, un outil d'aide à la décision. Écoutez, moi, je suis obligée de vous dire que le groupe d'experts, il est à l'Université d'Ottawa, sous l'égide des infirmières ou du groupe là-bas qui a été mis au monde par Annette O'Connor et maintenant est dirigé par Dan Stacy. Donc, vous trouverez l'essentiel là. Ce sont des outils distincts des documents d'information.
c'est pour accompagner. Ça ne remplace pas nécessairement la relation, en fait, le coaching ou l'aide ou le soutien d'un professionnel de la santé. Et ici, je vous ai mis à droite ce que je nomme être le générique, le squelette dans lequel il faut mettre de la viande. Mais en général, beaucoup d'outils qui respecteraient les critères IPDAS qui viennent d'être mis à jour. Là. Fait que faites juste dans Google EPDAS, IPDAS. Donc, ils respectent certains critères. Ils respectent un aspect aussi du processus lui-même de décision partagée. Donc, ça, c'en est un qui est générique et qui vous permet de comprendre, clarifier la décision. C'est quoi la décision à prendre? C'est quoi les options? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une opinion là-dedans avec laquelle vous devez prendre en considération? Ici, un exemple encore là de l'INES qui a été aussi un peu esquissé lors du vidéo que vous avez vu, mais qui est plus précis ici. C'est le fameux dépistage pour le cancer de la prostate. Donc, je voulais juste vous dire que ça peut prendre cet aspect-là visuel, qui est dans le fond une copie papier qui peut être mis en PDF, là, mais qui n'est pas nécessairement dynamique, mais qui essaie de rendre plus compréhensible des aspects un peu complexe de l'aspect probabilistique des données. Okay? De comparer ceux qui auraient le dépistage versus ceux qui ne l'auraient pas, qui va avoir des bons retombées de ça, mais ça reste probabilistique. Puis, nous tous, vous le savez, hein, nous nous incluons toutes et tous là-dedans. Quand on va travailler le matin comme clinicien, clinicienne, je m'excuse, on n'arrive pas en disant qu'on veut mal travailler. On arrive un peu fatigué des fois, mais on veut bien faire. Donc, dans le fond, il faut le voir comme étant une intention ici de vraiment transférer des fois ces notions-là un peu plus complexes à des gens qui n'ont pas été exposés à ça dans le passé. Je vous invite à aller consulter le site de l'INES où vous trouverez ces outils-là. Donc, l'impact, pourquoi ça a attiré l'attention de certains, on va dire, responsables des politiques publiques, au moins dans certains pays ou juridictions, je m'excuse, c'est un anglicisme, c'est parce que dans la revue Cochrane, dirigée par Don Stacy, mise à jour en 2017, plus de 100 essais cliniques randomisés, bien, on rapporte quand même des effets plus favorables que pas chez les usagers et usagères. Puis, pour avoir eu l'honneur de connaître Mme Annette O'Connor, qui d'ailleurs a eu l'Ordre du Canada en 2018 pour ses travaux, c'était vraiment ce qui l'avait, on va dire, nourri de vouloir travailler ce domaine-là. C'était une infirmière en contexte des salles d'urgence. Elle trouvait ça épouvantable que des fois, elle voyait des gens se faire imposer des choix qui finalement ne tournaient pas bien. Puis elle disait, non, il faut qu'on corrige ça, il faut qu'on fasse autrement. Donc, c'est ça qui l'a vraiment nourri, là, sa propre pratique. Et donc, c'était la notion de faire des choix informés et des choix qui respectaient le fait de qu'est-ce qui est important pour moi. Puis si ça tourne mal, bon, on m'avait expliqué de quoi il en était possible. Et donc, avoir des attentes réalistes envers les choix. Maintenant, quand les décideurs ou les responsables des politiques publiques, des fois, ont certaines inquiétudes, ils disent oui, mais d'un coup qu'on fait ça, puis que le monde commence à tout choisir la Cadillac, puis ça coûte bien, bien cher parce qu'ils prennent les affaires les plus dispendieuses. Bien, c'est pas tout à fait ça que ça dit ici. En fait, quand c'est présenté, les gens vont aller vers le choix qui, dans le fond, oui, va peut-être être en lien avec ce qu'ils voulaient favoriser, mais aussi qui n'est pas nécessairement le choix qui a le plus d'effets nocifs potentiels. Donc, ça diminue la surutilisation, par exemple des chirurgies électives s'il y a une option médicale, le fameux dépistage dont on a parlé, cancer de la prostate, puis le recours à l'hormonothérapie de remplacement à la ménopause. Ça ne veut pas dire que ça l'annule complètement, mais il y a une notion de sûre qui est diminuée. Mais il y a aussi des données où ça augmente le recours à des options de traitement qui, elles, sont jugées bénéfiques, plus bénéfiques pour l'ensemble de la population. Puis en termes de vaccination, je ne le sais pas pour le COVID, mais je peux vous dire que pour la vaccination chez les enfants, parce que ça a souvent été un sujet dans notre littérature, bien, ça démontre qu'en fait, il y a un uptake plus grand, mais comme l'uptake était déjà grand pour plusieurs des études qui ont été faites, bien, les gains à faire ne sont pas nécessairement majeurs, mais il n'y a pas de réduction. Je voudrais qu'on retienne ça. Il y a eu beaucoup d'études. Bien, il y a eu quelques études, là, surtout celles auxquelles je pense en Angleterre, publiées dans Vaccin. Donc,
quand les gens sont inquiets pour la vaccination ou pour d'autres approches, des fois, c'est de le penser, est-ce qu'on est en surutilisation? On est-tu en sous-utilisation? On se situe où? Parce que dans le fond, ça va monter ce qui devrait être plus utilisé, puis ça devrait descendre ce qui est trop utilisé. Mais si vous n'êtes pas dans cette, je vais dire un mot que j'espère bien utiliser, dans ce paradigme-là, bien là, à ce moment-là, si vous voulez forcer tout le monde à un choix précis, c'est peut-être pas les outils à la décision dont il faut faire usage. Okay? Si vous êtes convaincu dans votre tête, là, fait qu'il faut le voir plutôt, êtes-vous dans du sur ou du sous. Formation des équipes, j'en ai parlé. Je voulais mettre de l'avant les travaux de l'équipe qui sont présentement sous l'effort de Enda Diouf, une étudiante ici au doctorat, qui met à jour notre inventaire. Donc, vous pouvez voir les formations qui existent et aussi qu'est-ce qui pourrait des fois vous être utile dans votre domaine. Maintenant, on va penser à ce que vous m'aviez demandé, c'est « Ouais, mais la télé, elle, parce qu'on est en pandémie. » OK? Fait que là, je remercie Maya puis l'équipe avec moi, Karine, je m'excuse si j'oublie les noms de tous ceux qui ont travaillé fort. Mais en fait, c'est vrai que l'ère COVID a vraiment imposé des changements majeurs. Puis là, vous me voyez, moi, je suis une clinicienne. Je suis ici au moins 2 jours semaine pour voir des patients en présentiel parce qu'on couvre un rendez-vous populationnel. Il y a un screening très sévère qui se fait. Donc, les gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin d'être vus en présentiel. OK? Mais je vous dirais que maintenant, beaucoup est fait en télé. Les rendez-vous, les suivis par les infirmières cliniciennes. Et donc, on est complètement ailleurs là, présentement. Quand quelqu'un vient ici, c'est parce que dans le plan physique, il y a la nécessité de l'examen physique. On a besoin de ça. OK? Si on n'a pas besoin de ça, ils ne viennent pas. OK? C'est beau? Donc, ça l'a complètement bouleversé, puis aussi la formation, parce que vous le savez, beaucoup d'entre vous êtes enseignants, enseignantes dans les contextes d'enseignement. Fait que voici ici des données que l'équipe a repérées pour dire que maintenant, près des 2/3 des Canadiens ont aidé une personne à utiliser les technologies numériques, 4 sur 10 dépensent plus. Donc, on est vraiment là dans quelque chose qui nous a complètement traversé. Par chance qu'on avait Marie-Pierre et sa chaire de recherche, hein? Par chance qu'elle avait vu ça venir. Donc, c'est incontournable. Il faut s'adapter. Et puis, l'utilisation des services Internet a plus que doublé. Les vidéoconférences, écoutez, les Zoom, les GoToMeeting, les Teams, c'est maintenant notre quotidien. Hein? On commence à 8 heures le matin, puis on enlève ça le soir. Fait quand on fait de la clinique, on a des masques ici avec des lignes, puis quand on finit le soir, on a des masques, des marques autour des oreilles. Alors, on ne peut pas maintenant ne pas faire autrement. Et donc, ce auquel je voulais vous alerter, c'est que de toute façon, il y en a qui ont déjà pris, on prend le SHARE, là, il y a eu déjà des écrits Share Making, des sons partagés dans le COVID. Beaucoup d'outils même ont déjà été mis en ligne. Et puis, Karine ici a mis l'outil d'Ottawa sur est-ce qu'un aîné, un proche qui est en milieu de long-term care devrait être ramené à la maison. Donc bien sûr que oui, cette communauté-là s'est adaptée. Et donc, comme Maya nous faisait remarquer, là, on est complètement ailleurs avec des hyperliens, des boutons, des claviers, toute une autre façon de donner des soins, mais de prendre des décisions ensemble. OK? Et donc, maintenant, on va présenter des exemples, puis aussi tirer de ce qu'on a, nous autres, déjà comme synthèse et connaissances, pour voir si quand c'est fait en télé, c'est fait avec des impacts différents, puis qu'est-ce qui a été observé. Donc, télédécision partagée, on vous propose une définition, mais qui est dans le fond inspirée de la télémédecine qui était sur Wikipédia. C'est le processus dont nous avons parlé, mais qui maintenant est effectué par le biais des télécommunications et technologies, qui va permettre les prestations de santé à distance puis l'échange d'informations s'y rapportant. Donc, vous voyez ici ce que ça pourrait avoir lieu, l'air comme façon de travailler. OK?
L'impact. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la revue systématique d'Adam Stacey, OK? Puis on a regardé c'est que des essais cliniques randomisés, des outils d'aide à la décision. Il y en avait 13 études sur 105 pour un outil sur Internet, qui n'est pas la même chose que 14 sur des ordinateurs, hein? Ce n'est pas la même notion numérique, hein? Et on a regardé parce qu'encore là, bon, on a voulu y aller rapidement là, pour satisfaire au moins un échange avec vous. Puis après ça, comme disait Marie-Pierre, il y aura sûrement des programmes à faire là, de recherche. C'est que l'impact sur le conflit décisionnel pour les études qui l'avaient mesuré, 42, puis que 10 utilisaient un outil numérique, il n'y a pas vraiment de différence. Là, on n'a pas fait des ajustements de la méthode, on n'a pas refait des mathématiques, mais on a regardé avec ce qu'on était capable de faire. Donc, on ne voit pas. Et de toute façon, déjà, beaucoup d'outils se déployaient sur Internet. OK? Déjà, là, pour les programmes de dépistage, il y avait déjà des outils en ligne. Après ça, on a regardé pour la formation. Puis là, j'ai dit, hey, il faut que je leur parle d'Alex Poulain-Héron, infirmière super dynamique, qui travaille ici au CHU de Québec en dépistage prénatal, mais qui, là, est utilisée aussi pour autres tâches, qui complète une maîtrise en sciences infirmières et qui s'est donc lancée avec nous dans un essai contrôlé, en fait, quelque chose d'assez compliqué, en ligne, chez les infirmières pour voir si l'impact d'une formation en ligne pouvait avoir un impact favorable chez les apprenantes et apprenants. Donc, c'est une recherche d'efficacité comparative. Pourquoi je dis ça? C'est plus compliqué parce qu'en fond, le bras contrôle, il y a une intervention. OK? Donc avec mesures pré et post. Donc, des infirmières dans la province de Québec qui ont été invitées. Je remercie aussi Geneviève Roch, vos différentes organisations qui ont été très, très soutenantes là-dedans. Et voilà, ça s'est passé en ligne. Et donc, c'était contrôlé parce qu'il y a eu 2 groupes. Donc, un groupe qui a été exposé à ce qu'on appelait la formation en décision partagée, que vous voyez à gauche, OK? Comme il y avait 5 sections avec une vidéo. Puis, il y avait un bras contrôle, justement, qui a été créé pour, disons, aider des infirmières à présenter au moins les options. Mais ce n'était pas la décision partagée, mais c'était qu'est-ce qui est minimalement à présenter. Ça, c'était le groupe contrôle. Tout en ligne, 2 à 4 heures, mode asynchrone. C'est ça aussi la beauté d'être en ligne. On peut le faire à 2 heures du matin. Et puis, et donc, voilà. Donc, pour vous, je ne dirais pas avec tous ces résultats, elle est en train de terminer, puis c'est vraiment un travail, je trouve, de haut niveau, là, formidable, puis il y a eu toutes sortes de défis, puis Alex n'a jamais lâché. Donc, le score de connaissance est plus élevé du côté, justement, de la décision partagée, mais pas sur c'est quoi la trisomie, les aspects éthiques ou le dépistage lui-même, le programme, ce qui fait du sens, pas seulement le bras intervention contenait des informations là-dessus. L'acceptabilité était très grande, et donc supérieure au module qui était non décision partagée. Et là, je termine là parce que je ne vous parlerai pas de l'issue primaire, je lui laisse le loisir de revenir, mais retenez ça, Alex Poulain-Héron. Donc, ça nous donnait quand même le sens que ça a été bien reçu, c'est acceptable. Puis au moins, si on veut passer des notions sur c'est quoi engager les patients dans les prises de décision, bien, il y avait une distinction entre le bras, que je répète, n'est pas un bras placebo aussi, là. C'est un module quand même assez nourri. Donc, je fais la blague, puis il y a beaucoup de gens ici, là, ce matin, ou excusez, cet après-midi, mais écoutez, quand vous faites un essai comparatif d'efficacité, puis vous avez 2 bras avec intervention, bien, vous êtes en train de vous mettre ça plus haut comme ce que vous devrez observer, là, OK? Si ça avait été contre rien du tout, peut-être qu'il y aurait eu plus de différence, mais je voulais quand même le faire savoir. On parle ici d'une maîtrise, donc c'était de la haute voltige. Maintenant, quand on regarde, nous, ce qu'on a comme responsabilité, c'est de tenir un Cochrane sur tout ce qui a été des interventions d'implantation. Okay? Donc, des gens comme Marie-Pierre et d'autres ici sont beaucoup dans la science de l'implantation. Hein? Quelque chose est bon, mais comment on l'amène dans la pratique?
Alors, nous, c'est la revue Cochrane qu'on tient. Ça fait 3 fois qu'on la met, 2 fois qu'on la met à jour, 3 fois qu'on la publie. Donc, on a 87 études. Et on a regardé, donc encore là, je remercie l'équipe, Maya, Endai, Karine, je m'excuse si j'oublie. On a retiré qu'est-ce qui était numérique. Parce que là-dedans, il y avait de la formation, il y avait des outils, il y avait des campagnes publicitaires, etc. Et donc, sur les 87, il y en avait 14 qui comprenaient une formation avec au moins un module en ligne ou un outil d'édition, un outil d'édition en ligne. Puis 4, c'était des modules à compléter sur un ordinateur fixe, c'est-à-dire sur votre ordinateur, ce n'est pas nécessairement en ligne interactif. Et 8 sur 18 rapportent une mesure d'impact positive significative. Puis c'est à peu près le même ratio que pour les interventions numériques. En tout cas, encore là, prenez ça avec un petit grain de sel, mais le signal qu'on a, préliminaire, c'est que ça ne semble pas se distinguer en termes de... ils ne sont pas toute la gang d'études qui n'a rien donné, ni toute la gang d'études qui a donné quelque chose. Fait que ça a l'air de se comporter comme les autres. Après ça, je voulais vous dire qu'on a eu une expérience formidable en novembre. La FMSQ nous a invités à donner une formation en ligne, bien, plus qu'en ligne, live, parce que la FMSQ a fait ses journées scientifiques annuelles, comme d'habitude, en Zoom. Et on a transféré un atelier de 3 heures avec des jeux de rôle en Zoom, avec mon collègue Patrick Archambault, intensiviste à Lévis, à qui je pense beaucoup ces temps-ci parce que Chaudière-Appalaches, ça ne va pas bien. Et puis, je pense à la population aussi. Et aussi la docteure Perrine Granger de Sherbrooke, pathologiste éthicienne. Et donc, c'était vraiment formidable. Je remercie Karine Plourde qui est avec nous aujourd'hui. On a fait un gros travail. On a tout transféré et on a tenu un atelier de 3 heures, à peu près, en ligne, avec, je pense, à monter à 160 médecins, à peu près, de toutes sortes de spécialités. Et on a eu des jeux de rôle. Fait que c'était quelque chose, des Zooms où est-ce que vous mettez du monde en 3-4 en salle. Ça faisait beaucoup de petites salles. En tout cas, ça a été très plein de défis, mais les gens ont apprécié l'approche, comme vous voyez. Okay? Il y a eu une appréciation parce qu'on s'est dit après ça, il faut qu'on documente si on s'est planté, puis que les gens, là, d'habitude, nous, on fait ça en salle. Puis là, ils sont là en Zoom, ils s'en vont, puis il faut qu'ils pratiquent. Là, il fallait leur donner les outils, il fallait tout ce qu'on faisait en live, puis qu'on a fait souvent, maintenant, il fallait le faire en Zoom, live. Et on l'a fait. Et les gens, comme vous voyez, ont apprécié. Ils sont en accord, j'ai beaucoup apprécié, puis ça a été reçu favorablement. Puis on a même fait un suivi à quelques mois. Puis, bon, là, j'ai vu ça dans d'autres de mes projets, très difficile de rejoindre des médecins par courriel ou autre. Mais 22 sur 31 nous ont dit qu'ils avaient réussi à l'intégrer. Donc, c'est self-reported, excusez-moi, auto-rapporté. Mais je vais vous dire que c'est une preuve de concept qui nous permet de comprendre que si on est en pandémie ou en virtuel encore 2 ans, bien, on peut continuer à faire des jeux de rôle. Non, je sais, Dr Gagnon, je n'ai pas voulu vous décourager, mais on construit l'avion en plein vol. Donc, des fois, je dis, bien, les gens me connaissent là-dessus. Option, pas option, un plan A, B, C jusqu'à Z. Puis le Z, ça serait qu'on fait encore 2 ans de Zoom. Alors, ici, ça nous ferait penser que ça pourrait être quelque chose de possible. Autre chose, c'est que dans les études qui ont été retracées, il y en avait une qui était un essai clinique randomisé et puis qui permettait d'établir si l'approche virtuelle de décision partagée avait des impacts et c'était favorable au niveau même de la diminution de coûts, réadmission à l'hôpital. L'autre chose que je voulais mettre de l'avant, parce qu'encore là, c'est la docteure Marie-Pierre Gagnon qui m'a demandé de présenter, une spécialiste du changement de comportement, qui a fait sa thèse de doctorat avec Gaston Godin, qui avait la chaire dans le domaine. Et je veux juste rappeler à Marie-Pierre que j'étais à sa défense de thèse de doctorat, qui était excellente d'ailleurs. Tout le monde a dit, tout le monde a applaudi. C'était standing ovation. Et donc, Tatiana a repris notre revue sématique Cochrane, les 87 études, puis elle a appliqué justement la taxonomie des changements de comportement, là, des techniques. Puis d'essayer, puis là, j'ai demandé à Tatiana, merci infiniment Tatiana, de voir si on avait dans le numérique des affaires qui ressortaient. OK? Voilà. Donc, encore là, c'est vous qui nous avez amenés à aller là. Merci infiniment. Et donc, pour ce qui était des fameuses 14 interventions numériques, là, les 14 sur Internet, pas les 14 juste sur ordi,
bien, en termes d'effets positifs versus négatifs, comme j'ai dit tantôt, le ratio est à peu près pareil. Mais si on regarde le nombre de fonctions puis de techniques de changement de comportement en bas, vous voyez, il y a 7 fonctions versus 7. Peut-être, j'ai vu le 18 versus 32, c'est différent, mais la moyenne, ça va à peu près dans le même sens. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, parce qu'elle a fait aussi les techniques de changement de comportement, mais c'est un très gros tableau, mais je veux regarder ici les fonctions, c'est que ça ne se distingue pas tant que ça. Donc, je trouve ça intéressant. Dans le fond, si on comprend que pour changer des comportements cliniques, on va dans l'aspect théorique de la chose. OK? Puis ça, c'est l'autre cours qu'il faut faire avec Marie-Pierre. Après, vous faites ça en cours de revue systématique. C'est avec Laurence Guillaumy à Laval ici. C'est la notion de, mais il faut qu'il y ait comme des éléments qui, de façon théorique, on peut reconnaître. Ici, ce sont les fonctions. Puis là, je ne vous ai pas mis l'autre tableau, mais c'est à peu près pareil. C'est qu'il semblerait que les fonctions qui ont été prises en charge par les interventions d'implantation de la décision partagée pour changer le comportement ne sont pas très différentes que quand elles ne sont pas numériques. Fait que ça, c'est une piste intéressante, Marie-Pierre. Est-ce que dans le numérique, on est capable d'intégrer les mêmes fonctions que dans le non numérique? OK? Parce que c'est l'aspect théorique qui, après ça, nous amène à faire des changements. Alors, bravo Tatiana. Comme vous voyez, il n'y avait pas de signal, là. C'est pas majeur. Puis coercition, restriction, il n'était pas là dans aucun. OK? Après ça, bien, on a voulu vous dire que l'expérience qu'on a eue, c'est qu'on a fait des enquêtes en ligne sur comment les gens voient ça, la décision partagée. Fait que c'était merveilleux parce qu'on est en ligne déjà. Puis l'autre chose que je voulais souligner, parce qu'il y a du monde pas mal courageux, hein, puis là, franchement, chapeau. Mais les étudiants qui sont dans nos cycles gradués, là, ils font maintenant leurs études à distance. Fait que présentement, sur notre séance, on a Lucas qui est au Brésil et qui est toujours au Brésil. Fait que bravo Lucas, on ne lâche pas. Je sais que ce n'est pas toujours simple. On avait Maya. Maya était en Tunisie, mais c'est maintenant installée à Québec. On avait aussi Angèle qui était au Rwanda, mais qui maintenant s'est installée à Montréal. Puis on avait Gloria qui, elle, était au Bénin et est venue s'installer à Québec. Mais ils ont tous commencé leur premier semestre, puis Lucas continue à distance. Donc, c'est clair que quelque part, ça change la donne ici, là. OK? Donc, on peut faire de la formation dans le domaine de la décision partagée parce que c'est la capacité, il faut la créer, à distance. Et la même chose pour nos cliniciens et cliniciennes. On pourrait nous former les médecins, les infirmières, les physiothérapeutes en France. Donc, il y a quelque chose qu'on a, nous, dont on a fait l'expérience qui est favorable. Avantages, désavantages. Donc, je viens de toucher un peu. Donc, au niveau d'avantages de télédécision, puis j'ai essayé de toucher la pratique. C'est une chose. Après ça, la formation aux équipes de cliniciens, mais aussi, comme je dis, la capacité, puis le fait aussi de faire de la recherche dans le domaine. Donc, et là, écoutez, on ouvre, s'il vous plaît, les échanges. Donc, les engagés patients-patientes dans le processus de décision partagée, bien, en télédécision partagée, bien, ils peuvent choisir d'être dans le site de leur choix. Donc, ils pourraient être à leur chalet, en effet. Leur donner du temps. Bien sûr, si la prise de décision est pertinente à cela, on ne parle pas d'une chirurgie urgente, là, en salle d'urgence. Créer des nouvelles opportunités, okay, parce qu'on peut aller attacher d'autres affaires, d'autres sites, d'autres outils ou d'autres types de matériel. Faciliter l'accès aux données à travers les plateformes digitales, toute la notion du système de santé apprenant, comment on peut le rentrer pour qu'il s'automatise un peu plus ou qu'il soit très personnalisé. La délocalisation géographique, je vous en ai parlé avec nos étudiants. Puis la mise à jour et adaptation plus efficiente. Encore là, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là en 1995, et oui, un des outils que nous avons créé avec Annette à l'époque, c'était sur l'hormonothérapie de remplacement. Puis quand on l'a ramené en langue française, on en avait fait avec Sylvie Dodin, ma collègue ici, gynécologue, on en avait fait, je vais dire, 3000 copies papier. Et puis, il est sorti une très grande étude majeure qui a changé complètement les données probantes. Puis je vous jure que c'est vrai, ils sont partis en fumée dans le foyer chez Sylvie Dodin parce qu'on ne pouvait pas les réutiliser. Donc, vous comprenez que même pour nous, cette notion-là de pouvoir avoir une façon de pouvoir faire des changements sans brûler ce qui est déjà produit. Les jeunes ne comprennent pas ça, mais le papier, c'était ça qu'on avait à une certaine époque. Donc vraiment, ça change la donne.
Après ça, bien, si on regarde ce qui est un peu plus désagréable ou des avantages, bon, etc., là, bien, il y a l'absence de rencontres en présentiel. Puis comme je vous disais, j'ai fait exprès, aujourd'hui, je fais plusieurs présentations, puis j'avais aussi des choses à faire de suivi ici. Et donc, c'est sûr qu'il y a la notion de relation de confiance. Puis là, ben, écoutez, je pense que parmi vous, s'il y a des gens qui viennent des sciences sociales, comment on développe des relations à long terme, si on pense des suivis à long terme, bien, il y a encore des interrogations. Puis bien sûr, si vous avez besoin d'examiner le patient ou la patiente, parce qu'il y a des situations, puis là, écoutez, j'essaie d'être créatrice là, dans ma tête, mais je me dis, est-ce qu'il y aura un jour une façon de faire des examens physiques sans avoir le présentiel? Écoutez, je lance la question, je n'ai pas la réponse. OK? L'accès aux plateformes peut constituer un défi, bien sûr, pour des clientèles, des populations moins exposées. Mais comme vous voyez, les Canadiens et Canadiennes, en temps de pandémie, ce sont, eux autres aussi, ils ont comme, c'est devenu plus qu'un incitatif, impérieux, c'est impératif. L'abondance d'informations, si tu commences à aller te promener un peu à gauche puis à droite, bien là, peut-être qu'il peut y avoir plus de confusion créée puisque vous savez, ce qui circule sur les médias, sur le numérique, amplifie non seulement les choses favorables à la santé de la population, mais il peut amplifier ce qui n'est pas favorable à la santé de la population. Donc, l'aspect amplificateur peut-être est dans les deux sens. Une personnalisation des soins et des prises de décision, on le voit dans certains de nos projets. Ça peut être possible de peut-être avec les données, le système de santé apprenant, personnaliser beaucoup plus. Puis l'outil en question peut être très personnalisé avec certains algorithmes. Puis la contextualisation des soins et des prises de décision pourrait être réduite. Ce que je veux dire par là, je vous ai dit tantôt, on pourrait former des gens à distance. On pourrait, les outils qui sont ici au Québec ou ben même du côté américain peuvent être consultés de façon internationale. Toutefois, ben, vous le savez, nos systèmes de soins, services de santé sont contextualisés à un système et donc à une culture, à des groupes d'individus particuliers. Donc, peut-être que là, quand quelqu'un dit « Ouais, mais cette option-là, comment ça que je ne l'ai pas? » Ben, dans ton contexte à toi, peut-être que ça ne se prête pas. Et donc il faut être sensible à ça. Okay? Voilà. Et donc, les messages, si on peut en retenir quelques-uns, ils sont plutôt une suggestion. Ça nous semble maintenant, la télédécision partagée, une direction inévitable. On n'a pas vu dans les travaux qu'on a synthétisés, dont on a fait la synthèse des grosses différences entre ce qui est numérique ou pas numérique, autant au niveau des outils eux-mêmes que quand on veut implanter la décision partagée. On a aussi fait, nous, l'expérience comme équipe que l'enseignement en ligne est possible. Elle semble appréciée. Puis même, celle qui nécessite des jeux de rôle peut être faite en ligne. OK? Ce n'était pas un projet de recherche, c'était une preuve de concept live. Tu n'as pas le choix, tu as fait. Mais ça s'est bien passé. OK? Puis, par ailleurs, on est très prudent. Il y a plein de défis qui devront être pris en compte. Fait que merci infiniment tout le monde. Je vous laisse sur la photo des très nombreuses personnes qui ont contribué à un aspect ou l'autre de tous les travaux que vous avez vus, la réflexion aussi. On est un peu actif sur les médias sociaux, donc ça nous fera plaisir, si vous voulez nous écrire des choses à préciser, de pouvoir être en lien avec vous. Merci tout le monde. Merci infiniment, France, pour cette présentation. Je dis un petit peu plus longue que prévu, mais grâce à l'erreur là, de compréhension, en théorie, on a jusqu'à 13h30, mais je sais que toi, tu as une autre présentation. Oui, mais je peux aller jusqu'à 13h30. Si les gens le souhaitent, là, bien sûr. Alors, prenons... Bien, félicitations. Il y a des applaudissements. Je ne vois pas de message dans le chat. S'il y a des mains levées... Gélina a une question. OK, merci. Une main levée ou un applaudissement? Ah, c'est un applaudissement, pardon. Des fois, c'est ça, je voyais des applaudissements, mais... Ben, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. J'en profitais avant que les autres se lancent.
Franck, je me demandais, ce serait quoi, là, tu sais, parmi bon, on dit les composants de la prise de décision partagée, qu'est-ce qui serait facilité par le numérique, puis qu'est-ce qui serait plus compliqué? Je ne sais pas si tu me suis un peu. Ouais. On se dit souvent, mais le numérique, justement, vu qu'il n'y a pas le contact direct, ben, les gens, des fois, sont moins gênés. Fait que je ne sais pas si vous avez remarqué des éléments par rapport à ça. Ben, une des choses que je n'ai pas ramenées, c'est qu'on a fait, il y a à peu près une dizaine d'années, un exercice de consensus avec, on va dire, le père et la mère de la décision partagée, Amiram Gafni, puis Cathy Charles, qui avait écrit le papier central. Là, ça prend 2 personnes pour faire un tango, là, en 80. En tout cas, en tout cas. Et donc, on a fait un exercice avec eux, mais d'autres collègues dans d'autres pays. On a fait ce qu'on appelait une espèce de consensus parce qu'à ce moment-là, on voulait savoir qu'est-ce qui était essentiel à mettre dans les programmes de formation de nos cliniciens et cliniciennes pour la décision partagée. Et c'est publié essentiellement 2 choses, la communication du risque et la construction d'une relation. Puis ça, là, je veux juste vous dire que moi, je me considère très privilégiée parce que, bon, Cathy Charles, c'était une sociologiste médicale qui avait beaucoup écrit sur le sujet et puis elle n'en a jamais démordu. Pour elle, c'était non négociable, la construction d'une relation. Donc, la communication du risque me semble tout à fait possible, puis c'est raisonnable de penser que tout le numérique peut aider à ça et même le favoriser ou l'aider, okay? Par du visuel beaucoup plus personnalisé, etc. C'est la construction de la relation qui, peut-être, on a des... Ben, en fait, j'invite les jeunes, là, il y a beaucoup de questions là-dedans. OK? C'est sûr qu'il y a des contextes. Moi, je fais du sans rendez-vous. Fait que, tu sais, du sans rendez-vous, oui, il y a une notion de relation, mais ce n'est pas un suivi sur des années pour les suivis de problématiques de maladies chroniques, etc., santé mentale, etc. Donc, je pense qu'il y a là des interrogations. Est-ce qu'on peut entrer en relation par le numérique? Est-ce que ça va être aussi satisfaisant? Est-ce que, par exemple, ça nécessite d'avoir déjà un bagage de ta relation en non numérique, genre 1 an, 2 ans, puis là, si tu passes en numérique, bien, tu reposes sur ça. Ou tu peux créer de la nouvelle relation à zéro juste en numérique. Fait que puis je sais que la discipline, la profession de sciences infirmières est une profession de care, C-A-R-E, et non pas de cure. Et cette notion-là, mais c'est beaucoup dans le relationnel. Et je crois que c'est... Moi, je ne suis pas du tout contre le numérique. De toute façon, c'est incontournable. Mais je fais juste dire qu'il y a peut-être des éléments qu'on ne saisit pas toujours très bien. Et c'est là qu'il y aurait de l'interrogation. Mais communication du risque, là, des outils que tu manipules en numérique, qui sont beaux, qui sont colorés. J'en ai vu, en fin de semaine, je regardais, si ça vous intéresse, le centre Winton, W-I-N-T-O-N, en Angleterre, en UK, parce qu'actuellement, ils ont beaucoup de contrats pour la COVID-19 avec les autorités gouvernementales là-bas. Et donc, ils travaillent beaucoup leur visuel pour qu'exemple, si tu as une valeur moyenne de risque pour une population moyenne, tu es capable aussi de regarder les sous-groupes des 70 ans et plus. Parce que souvent, les gens disent « Ouais, mais c'est la valeur moyenne pour tout le monde. » Mais maintenant, il y a des gens qui vont un peu plus loin. Donc pour la communication du risque, je pense que le numérique, là, j'ose le dire, est probablement supérieur au non-numérique. C'est une hypothèse. Pour le relationnel, aller dans les valeurs et préférences, qu'est-ce qui est important pour la personne, comment elle se sent reçue là-dedans, je ne le sais pas. Je voudrais vous entendre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, tu penses quoi? Ouais. Moi, je trouve que vous avez mis vraiment le point dessus. C'est vraiment le relationnel qui devient assez complexe. Puis, je suis d'accord qu'il y a toujours... Vous avez bien, en tout cas, merci pour la présentation. Puis au niveau des désavantages, je l'avais ressorti, en tout cas pour moi, ça fait beaucoup écho. Les désavantages de la télédécision, il y a beaucoup d'avantages, mais c'est toujours l'idée, il y a des désavantages, il faut faire attention. En tout cas, je pense à des populations, tu dis souvent de
de travailler sur, de creuser le fossé des inégalités, tu sais, parce qu'on sait bien, pour avoir fait beaucoup d'études sur le web avec des patients, il y a toujours un biais de sélection incroyable, toujours des gens qui ont beaucoup de ressources. Puis moi, cette idée de peut-être que la relation, c'est ça, est-ce que le hybride, est-ce que la relation doit avoir une relation de départ? Ça dépend de la décision qui doit être prise aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a ça oui également. Mais ça me questionne vraiment beaucoup parce qu'on voit dans les statistiques, ben oui, la population se mobilise, ils vont utiliser Zoom, mais tu sais, concrètement, on sait comment les gens, tu sais, il y a encore beaucoup de difficultés. Donc, j'ai pas de solution comme telle, mais je suis beaucoup questionnée. Tu sais, je sais qu'au CHUM, moi, je suis chercheur au centre de recherche du CHUM, mais je suis beaucoup en lien avec la clinique d'épilepsie, en tout cas, beaucoup de cliniques, puis ils utilisent encore beaucoup le téléphone, donc ils n'utilisent pas, il n'y a pas de vidéoconférence, donc la prise de décision partagée, elle se fait au téléphone, il n'y a pas de non-verbal, il n'y a rien. Et la majorité se fait encore par le téléphone. Bon, c'est mieux que rien, là, c'est ça, il faut rester positif, là, mais je trouve tout le temps qu'il y a une différence entre ce qu'on voit dans la littérature. On sait que tous les environnements numériques d'apprentissage qui sont donnés dans des milieux de formation vont avoir autant d'effets que des environnements traditionnels, mais on sait qu'il faut que les gens s'engagent. C'est pareil, les mêmes résultats, mais les gens, à la base, doivent s'engager. Puis comment on va venir engager le patient, tu sais, dans une modalité numérique qui a appelé toute la littératie numérique? Ben, c'est complexe, mais il faut aller de l'avant. Puis mais j'ai pas de questions. Je suis comme beaucoup plus en réflexion à ce que vous nous dites. C'est super intéressant. Merci, Josée. Merci. C'est pour ça que j'ai insisté que même avant le COVID, il y avait encore beaucoup de questions qui se prêtent, là, puis on ne les a pas abordées, mais par exemple, les gens vont dire « Ouais, mais c'est pas tout le monde qui est capable ou qui veut qu'on prenne des décisions. » Souvent même, ils vont dire « Si c'était votre mère, vous feriez quoi? » Ou « C'était vous? » Bref. Fait que, bon, je parlais de ce côté-là, mais quand des fois, il y a des défis comme ça, puis les gens de mon équipe vont me reconnaître, c'est là que les plus belles et les plus grandes, excitantes questions dites de recherche. Fait que des fois, il faut aussi le tourner comme ça. Parce que comme je disais en début, tu sais, des fois, les gens ils nous disent « Hey, vous autres, les chercheurs, vous pouvez arrêter de chercher, là, il me semble que vous faites juste ça, chercher. » Ben oui, mais c'est ça, l'objet sur lequel on travaille est assez dynamique. Mais j'aimerais répondre à Mme Gélina puis ouvrir une discussion, un échange avec elle, parce que, voulez-vous, s'il vous plaît, Mme Gélina, vous pouvez ouvrir votre micro puis présenter votre question ou commentaire. Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Donc, en fait, je voulais lancer un peu la question et la réflexion sur, en contexte de pandémie, mais surtout en récupération de la pandémie, parce que c'est vers là qu'on s'en va. Comment ce type d'outil-là peut être adapté aux personnes qui vivent avec des conséquences de la COVID-19 à moyen ou à long terme? Puis, ce que j'entends, moi, de certains patients, pour faire une étude là, de patients ayant survécu suite à une hospitalisation aux soins intensifs, ce qu'ils déplorent, c'est le manque de soutien et de ressources après l'événement. Ils se font dire vous allez retourner à la maison, puis ça va être long. Attendez-vous à ce que ça prenne des mois. Mais ils sont laissés comme ça. OK. Bien, merci de nous rappeler à l'esprit qu'en effet, on commence à mieux, des fois, un peu saisir qu'il va y avoir ce qu'on appelle les COVID longs. OK? Donc, je reviens à la base, puis ça, j'en ai pas parlé, parce que je n'ai pas insisté là, mais je vais vous en parler. Donc, je vous ai dit que c'est important d'identifier des points de décision. Puis là, je ne pourrais pas être encore plus insistante que ça. S'il n'y a pas une intersection ou un endroit où il faut prendre des décisions, faire des choix, il n'y a peut-être pas lieu de parler de décisions partagées. Fait que si, par exemple, c'est dans le fait de suivre des cohortes de patients qui ont un COVID long, puis de savoir ça a l'air de quoi, ce qui s'en vient pour eux, s'il n'y a pas la notion que là, on ramène ça pour dire, bien là, il y aurait des choix à faire, je veux juste vous dire que là, on n'est pas en décision partagée. Maintenant,
Ce qui est essentiel, puis que j'aurais dû aussi mettre de l'avant un peu mieux, je vais le faire, c'est la notion de l'ensemble de congruence de pensée en termes de prendre des décisions. Puis là, je vais vous faire un compliment à vous toutes, parce que je le fais à Annette O'Connor, qui a quand même construit une vision du monde autour de prendre des décisions avec et d'engager les patients. OK? Fait que là, il y a comme une façon très globale, une vision théorique, conceptuelle de la chose. Le morceau de base, ça s'appelle une analyse de besoins décisionnels. Donc, puis ça, on en fait beaucoup dans l'équipe. Quand vous êtes devant une nouvelle situation, dont celle-là, ce qui m'apparaîtrait très intéressant de compléter, c'est de faire une analyse de besoins décisionnels. À ne jamais confondre avec une analyse de besoins de services de santé ou de santé. C'est tout à fait deux choses différentes, mais qui se parlent. Si vous voulez savoir comment le faire, bien, il y a des documents sur le site du groupe d'Ottawa, mais il y en a plusieurs maintenant de publiés. D'ailleurs, Dan Stacy est en train, ou c'est déjà soumis, une revue systématique de toutes les analyses de besoins décisionnels faites au monde. Donc, quand vous arrivez dans ces nouveaux territoires-là, c'est d'aller voir quels sont les besoins décisionnels de cette clientèle-là. Puis il y a une façon de l'aborder avec du qualitatif, parfois du quantitatif, de dire, on va les rencontrer, on va rencontrer aussi les gens autour de ces gens-là, puis on va leur dire, dans la situation que vous vivez, quand est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous présente ou qu'il y aurait des options, des choix? Puis vous ne le faites pas juste avec la clientèle qui est, excusez-moi, affectée par la situation, mais vous le faites avec les gens autour, que ce soit les cliniciens, les cliniciennes, les infirmières, les physiothérapeutes, les médecins, les travailleurs sociaux, etc. Puis vous élargissez ça. Ça s'appelle une analyse de besoins décisionnels. Et là, ça vous permet de constater ou d'observer si en fait, il y a des points de décision qui, après ça, pourraient bénéficier d'une approche de décision partagée et d'outils. Fait que de plus en plus, quand les gens nous approchent, je les ramène un peu au B.A.B.A. Puis le B.A.B.A, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment de ça dont il y aurait un besoin dans cette clientèle-là? Et ça s'appelle de commencer avec une... Fait qu'il y aurait une très belle analyse de besoins décisionnels à faire chez les populations atteintes de COVID long et qu'on comprend qu'il faut faire le 360 autour. OK? Là, ça va vous permettre de dire OK, voici, et là, il y aurait des points de décision. Puis là, maintenant, comment un outil pourrait s'appliquer? Tant qu'il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas d'outil d'aide à la décision pertinent. Est-ce que ça vous aide, Madame? Oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, commentaires? Réflexions? Ça semble avoir... Oui, bon, ben écoute, c'est parce que tout est tellement clair, France. Je pense que on a beaucoup de... Ben, c'est ça, on réfléchit là, dans nos différents projets ou expériences cliniques aussi, de comment s'adapter à cette... Puis moi, ce qui me vient toujours, c'est après, hein? Puis d'ailleurs, la réflexion de Céline aussi pensait à ça, puis tu l'as mentionné aussi au début. Si on s'en va de plus en plus vers des soins virtuels, est-ce que ça pourrait être une opportunité pour la prise de décision partagée pour que ça devienne, je dirais, là, comme par défaut, hein? De mettre les outils d'aide à la décision ou des processus, malgré les limites du relationnel, mais est-ce que tu as vu des expériences où vraiment le numérique pouvait accroître, là, si on veut, la prise de décision partagée? Bien, comme j'ai dit tantôt, nous, on n'a jamais fait une revue systématique de la littérature sur intervention purement numérique pour implanter ou avoir une issue qui est comment le patient s'est senti engagé dans la prise de décision ou dans l'expérience de soins. Ça, on n'a pas fait ça. On la laisse à d'autres. Mais ce qu'on a fait, par contre, puis c'est le monde des revues systématiques, c'est
je m'excuse de le dire, mais nous, on a une revue systématique parapluie. Nous, on a les parapluies qui disent c'est quoi qu'on doit faire pour implanter la décision partagée. C'est pour ça qu'on s'est permis d'aller à l'intérieur de ça pour aller dégager ce qui était numérique. OK? C'est beau? Parce que là, je sais que je parle à une spécialiste des revues systématiques de la littérature. Et donc, ce qu'on voit, puis c'est ça qu'on a tenté de vous présenter, c'est qu'il ne semble pas y avoir un signal qu'elle se comporte très différemment. OK? De toute façon, ce qu'on a aussi dit, c'est numérique ou pas numérique, et c'était quelque chose, je pensais beaucoup à toi quand j'ai demandé à Tatiana Tiliaou de faire ça, c'était de regarder les techniques de changement de comportement. Est-ce que le numérique peut prétendre que sur les 93, Tatiana est encore là, c'est l'experte. Hein, si vous voulez une experte des BCT, c'est Tatiana. Donc, bon, est-ce qu'il y en avait que le numérique aurait pu toucher, qui n'était pas touché par le non-numérique? Je ne sais pas, Tatiana, si tu veux nous présenter ta vision là-dessus. Donc, il ne semblait pas. Puis ça, je trouve ça intéressant. J'arrive à autre chose à avoir maintenant, la question que tu m'as posée. Peut-être qu'on a traité jusqu'à maintenant le numérique comme un format différent du non-numérique. On n'a pas changé complètement notre cerveau. Donc, il y a peut-être là quelque chose d'autre à réfléchir parce que quand on regarde les BCT, puis qu'on regarde tout excusez-moi de le dire, l'empire de Mme Michi pour la roue de changement de comportement, puis bon, tout le domaine des changements de comportement, théorie, tout ça, ça s'est fait en pré-COVID. Donc, dans un monde où il y avait encore peu de numérique, ou s'il y en avait, c'était, je pense, du numérique inspiré du non-numérique. Hein? Et donc, peut-être qu'on s'en va vers une ère complètement nouvelle, où là, on va le penser comme il l'est vraiment. L'autre chose qu'on n'a pas touchée, parce que vraiment, là, on tombe ailleurs, c'est comment je vous disais que la machine qui apprend pourra personnaliser des expériences de soins et donc peut-être venir nourrir les outils. Donc j'ose presque dire qu'il va falloir penser peut-être différemment maintenant pour penser le numérique et non pas tu sais, quand je vous ai fait l'expérience que je voulais vraiment là, partager, c'était réel. On avait 3000 outils de décision papier de haut niveau, de grande qualité, qui ont brûlé dans un foyer parce qu'on ne pouvait pas changer la donnée probante, OK? Donc, quand c'est arrivé pour être en ligne, c'est comme si on pensait toujours au format non numérique pour, dans le fond, en faire quelque chose de numérique, si je peux le dire comme ça. Alors, il y a peut-être quelque chose maintenant qu'on doit réfléchir autrement. Puis tantôt, on a commencé, pour ceux et celles qui n'étaient pas arrivés, on a discuté beaucoup ici, on a des jeunes enfants à l'école qui ne sont plus à l'école, mais qui sont à la maison, qui sont toujours en ligne. Puis ces mères-là me disaient, bien, peut-être ça va faire des nouvelles personnes qui vont demander autrement, autre chose. Donc, ils penseront peut-être le numérique différemment de comment moi je le pensais quand on a commencé à regarder du numérique ou du PDF, par exemple. C'est pas vraiment du numérique quand tu fais juste un PDF sur un site Internet. Ça aussi, là, il faut être... Donc, pour moi, c'est excitant. C'est excitant parce que ça ouvre plein de possibilités. Puis c'est ça, se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, il faut qu'il y ait des possibilités, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on peut travailler comme idée, aller vérifier, etc. Alors, moi, je trouve ça très excitant de repenser le numérique pour ce qu'il est vraiment. Oui. Bien, super. Mais merci, France. En tout cas, ça m'encourage. Puis c'est ça, parce qu'on le voit dans tous les domaines du numérique. Ce qu'on fait, c'est qu'on réplique nos interventions. Puis je ne suis pas surprise du tout que les stratégies de changement soient les mêmes, parce que c'est notre réflexe, nos habitudes d'intervenants, de chercheurs. On va répéter, OK, on le fait de papier, on va faire la même chose en numérique. Mais c'est ça, tu ouvres vers les nouvelles générations, puis beaucoup, l'instantanéité des messages, les relations sociales qui se développent sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait aucun contact physique, toutes ces communautés virtuelles qui sont tellement fortes. Donc oui, ça nous amène à repenser. Puis la place de la prise de décision partagée, la place des relations entre les cliniciennes, cliniciens et les patientes et patients, je pense que c'est au cœur de ces transformations-là. On est en train de vivre beaucoup de choses, là, et cette réflexion-là doit se poursuivre. Donc, je voyais, c'est ça, je pense, Tatiana qui avait confirmé que c'était toutes les Behavioral Change Techniques, là, les BCT qui se trouvaient dans
dans les mêmes là, numériques versus non numériques. Je trouve ça super intéressant en passant votre sous-analyse. Là, puis si vous voulez faire un petit papier là-dessus, là, c'est vraiment un bon point. Écoutez, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou... Ben, il resterait 5 minutes avant de faire la transition. Moi, j'ai un cours à donner. Ouais, c'est beau. Aussi. Mais je te remercie, France, infiniment. Je crois que c'était une présentation qui a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, qu'on va se réécouter. Bien sûr, elle a été enregistrée. Ouais. Avec grand plaisir et merci. Merci à toutes. Ouais. Lâchez pas. Hein, on ne lâche pas. Puis, comme j'ai dit, c'est seulement l'option Z là, qu'on va être encore comme ça 2 ans. Bien avant le Z, il y a bien d'autres choses qui pourraient se passer qui vont faire qu'on pourra peut-être un jour être dans la même pièce, tout le monde. Fait que, portez-vous bien. Puis, au plaisir, tout le monde. Bye. Merci beaucoup. Bye. Merci, à bientôt. Merci, Marie-Pierre.